Salut à tous. Aujourd'hui, on va examiner un autre cas horrible avec vous. L'affaire dont on va parler a marqué l'histoire d'Austin, Texas, comme l'une des plus atroces et édifiantes. Le soir du 16 août 2005, Jennifer Cave, la nouvelle copine de Michael Rodriguez, a été vue pour la dernière fois. Toute la nuit, Michael a attendu son appel, mais, épuisé par le travail, il s'est endormi sans s'en rendre compte. Au matin, aucun appel manquait d'elle. Inquiet, Michael se rappela que Jennifer devait le rappeler après avoir déposé son ami Colton chez lui. Il était mal à l'aise qu'elle se dérange pour Colton, qui n'avait pas prévu son retour, et dont il se méfiait du mode de vie. Pendant ce temps, la colocataire de Jennifer constata son absence à l'appartement. Le réveil sonnait, mais personne n'était là pour l'éteindre. Il semblait que Jennifer n'avait pas dormi chez elle. Son ami commença à s'inquiéter. D'habitude, elles s'informaient mutuellement de leur plan. Elle essaya d'appeler Jennifer. Pas de réponse, ce qui ne lui ressemblait pas. Jennifer commence son nouveau travail aujourd'hui. Elle ne partirait pas sans se changer, pensa la colocataire. Ses vêtements de bureau étaient intacts sur le cintre, comme si elle n'avait rien pris. Le 17 août à 8h30, le directeur du cabinet d'avocats fut informé du retard de la nouvelle employée. Pendant son stage, Mademoiselle Cave avait fait bonne impression. Son comportement le premier jour était donc étrange. À 9h, ses collègues l'ont appelée, sans réponse. Vers 11h, un manager est allé vérifier chez elle. Les coups répétés sont restés sans réponse. Ils ont essayé le numéro secondaire du CV. Sharon Sedgwick, sa mère, a répondu à l'appel. Elle semblait surprise et déçue par l'appel. Elle a dit qu'elle chercherait sa fille. Sharon n'a pas pu joindre Jennifer non plus. Inquiète, le doute s'est installé dans son esprit. Elle a tout lâché pour ce garçon. Encore, pensa-t-elle. Personne n'aimait son ex, Colton Petaniak. Malgré ses atouts, il la tirait toujours vers le bas. Madame Sedgwick a appelé Colton. Il a dit ne pas avoir vu sa fille depuis un moment. Il semblait ne pas s'inquiéter de la disparition de Jennifer. Pour une raison inconnue, sa mère ne le croyait pas. Plus de 12 heures passèrent, sans nouvelles. Après avoir vérifié tous les hôpitaux d'Austin en vain, Sharon appela la police. Elle signala sa fille disparue, craignant qu'elle soit en danger chez Petaniak. Après l'appel, Sharon et son mari, Jim Sedgwick, allèrent chez Colton pour lui parler. Il n'ouvrit pas, disant n'avoir aucune envie de parler et qu'il n'avait pas de mandat. Connaissant ses droits, la police dut partir. Cependant, la situation était suspecte. La voiture de Jennifer fut trouvée près de chez Petaniak. Bien que vide, sa présence sur le parking était intrigante. Il semblait que Jennifer était bien dans la maison. Sharon et Jim étaient sûrs que quelque chose lui était arrivé. La police décida d'inspecter sans tarder la maison de Jennifer. Cependant, ils n'ont rien trouvé d'intéressant. Les seules pistes, infos de Michael et Sharon, et la voiture de Jennifer près de chez Colton. Michael raconte que Jennifer est sortie fêter son nouveau job avec des amis le 16 août au soir. Elle l'avait appelé plusieurs fois. Parmi eux, son ex Colton, présent lors de l'appel. Jennifer ne semblait pas inquiète, mais a dit que Colton agissait bizarrement et qu'elle devait le raccompagner. Après ça, plus aucun contact avec elle. Tous les indices menaient chez Petaniak. Pendant que la police hésitait, Sharon et Jim ont agi. Ils sont retournés chez Colton, à l'appartement. Ils ont frappé, mais sans réponse. Inquiets, les parents ont voulu appeler un serrurier. Jim a trouvé une meilleure solution. Une fenêtre était ouverte. Il a décidé d'y entrer. À l'intérieur, tout était en désordre. Visiblement, personne ne rangeait. C'était plus un repère qu'un logement. Une odeur putride le frappa, déclenchant un haut-le-cœur. Main sur la bouche, Jim suivit l'odeur plus forte. La maison était vide. Dans la salle de bain, le beau-père vit du désordre. En s'approchant, il découvrit un corps féminin démembré. La tête et les membres avaient été sectionnés. À côté, des sacs poubelles et un sac de sport. Horrifié, Jim commença à fouiller leur contenu. À l'intérieur se trouvaient les restes du corps. Les jambes du défunt avaient des taches de rousseur, comme sa belle-fille. Mais le corps était si mutilé qu'on ne pouvait l'identifier avec certitude. L'homme espérait jusqu'au bout que ce n'était pas sa belle-fille. Après avoir repris ses esprits, il appela les secours. Jennifer Cave est née en mars 1984, près de Bishop, au Texas. Sa famille vivait dans une modeste ferme. Sharon, sa mère, était à son deuxième mariage, avec 3 enfants de plus. Jennifer elle-même, Lauren et Clayton. Vanessa, du premier mariage de Sharon, était l'aînée. Charlie, le père de Jennifer, était soudeur. Bon mari et père, l'alcool le rendait méchant et insupportable. Sobre, il était calme et respectable. Malgré l'instabilité, la famille restait très unie. Sharon, comptable en usine, gérait aussi maison et enfants. Contrairement à son frère et sa sœur, Jennifer était timide. Eux dehors, elle préférait les livres, aiguisant son esprit et sa mémoire. Sa passion pour la lecture a affecté sa vue, d'où ses lunettes. Comme son appareil dentaire,
Les lunettes n'aidaient pas son estime de soi. Peu confiante, elle participait quand même aux activités scolaires. L'addiction du père a fini par briser la famille. Après la séparation, Jennifer et Clayton sont restés avec Charlie. Ils le soutenaient, essayant d'empêcher sa chute. Jennifer voulait l'aider, ignorant son manque de volonté. 4 ans après le divorce en 1999, Sharon rencontre Jim Sedgwick par hasard. À l'adolescence, Jennifer se transforme complètement. Sans appareil dentaire et avec des lentilles, elle devient une vraie beauté. Mais son caractère change en même temps que son apparence. Elle fréquente des jeunes de familles à problème. Grâce à son intelligence, elle finit parmi les meilleures de sa classe. Jennifer s'inscrit à l'Université du Texas en finance, mais abandonne vite. Elle étudie dans un collège d'Austin et travaille à mi-temps au restaurant. Elle sort avec Mark, un bon gars d'une famille respectable. Leur relation aurait pu aboutir au mariage, mais Jennifer dérape. Elle commence à faire la fête et à boire régulièrement. Peut-être influencée par les gènes et l'exemple négatif de son père, son goût pour l'alcool s'est accru. Avec l'alcool, la marijuana est entrée dans sa vie. Jen a tenté d'influencer sa fille, mais sans succès. C'est lors d'une de ces soirées que Jennifer a rencontré Colton Petaniak. La vie de Jennifer Cave a été brutalement interrompue par une balle dans le bras droit. La balle a traversé son bras et sa poitrine, frappant son cœur. La blessure à une artère vitale a causé une hémorragie rapide, entraînant sa mort prématurée. Ce qui est arrivé à son corps par la suite est horrifiant. Les experts ont trouvé de multiples coups de couteau, surtout sur sa poitrine. Au total, l'agresseur a infligé 18 coups de couteau post-mortem. Il l'a décapité et tiré dans sa gorge, visant à cacher le corps discrètement. Il a coupé ses bras, les mettant dans un sac préparé et des sacs poubelles. Le torse est resté dans la baignoire, recouvert d'une scie. Un imprévu a forcé l'agresseur à changer son plan initial, selon les preuves. C'est alors que le corps de Jennifer Cave a été découvert et la police est arrivée. Ils n'avaient pas de mandat pour fouiller l'appartement de Colton Petaniak. Les policiers ne pouvaient qu'observer le corps et sécuriser les lieux. Une fois l'autorisation obtenue, ils ont fouillé l'appartement en détail. Ils ont trouvé des douilles de calibre 3,38. L'arme a été retrouvée dans la voiture de Petaniak, garée au parking. Une machette ensanglantée a été récupérée dans le lave-vaisselle. Les analyses toxicologiques ont révélé alcool, cannabis et méthamphétamine dans le sang de la victime. Une des pièces contenait un atlas routier, page arrachée, soulignant des routes du sud-ouest du Texas. Cet indice a éclairé l'absence du propriétaire de l'appartement. Colton Petaniak avait fui. Les autorités ont aussitôt émis un mandat d'arrêt. Colton est originaire de Bryant, Arkansas. Garçon vif et beau, il était populaire auprès des filles durant son adolescence. Son père gérait une entreprise agricole florissante, offrant un confort de vie à la famille. Cependant, cette abondance a gâté Colton. D'un côté, il était ambitieux et déterminé. De l'autre, il pouvait être agressif et colérique. Colton adorait le skateboard et jouait de la guitare. Il a fréquenté un collège catholique à Little Rock, excellent élève souvent au tableau d'honneur. Il était aussi finaliste d'une bourse nationale au mérite. En 2000, Petaniak était l'un des 7 finalistes de terminale de son lycée, parmi 166 dans l'État. En terminale, il a commencé à avoir des problèmes d'alcool et de bagarre, car il faisait partie d'un groupe de jeunes aisés locaux qui menaient une vie facile, organisant souvent des fêtes avec toutes les conséquences. Malgré tout, grâce à ses excellentes notes, il a été facilement admis à l'Université du Texas à Austin. Au lieu d'étudier, il a continué sa vie dissolue, perdant des amis et gagnant une réputation de buveur et fumeur de cannabis. Il aurait pu avoir un avenir brillant sans son penchant autodestructeur. Après son expulsion d'une fraternité, il a commencé à distribuer des drogues. Ses parents ont lutté contre son addiction, le ramenant même à la maison. Au printemps 2004, Jennifer et Colton se sont rencontrés à une fête. Ils ont été instantanément attirés l'un par l'autre. Jennifer, qui idéalise souvent les gens, a choisi de risquer une relation dangereuse plutôt que de fuir. Leur amitié s'est peu à peu transformée en amour. Avec le temps, Jennifer a commencé à se droguer avec Colton. Son appart luxueux est devenu un repère d'excès, la drogue devenant une règle de vie commune. En conséquence, la dépendance de Jennifer n'a fait qu'empirer. Les parents ont tenté maintes fois de l'arracher à ses addictions. Ils lui ont même offert une voiture, espérant qu'elle reste plus à la maison. Mais à chaque retour, ses promesses s'évanouissaient vite. L'état de Colton s'est aggravé. Devenu paranoïaque, il portait armes et couteaux, imitant l'image d'un gangster. En 2004, Petaniak a été arrêté pour possession de drogue. Il a suivi une réhab, mais sans réel désir de vaincre son addiction. Un jour, les parents de Jennifer ont décidé de lui rendre visite. Cependant,
La visite fut décevante. Jennifer n'avait pas tenu parole, avait maigri considérablement et semblait mal en point. Sa famille lui a proposé un séjour en centre de désintoxication, ce qu'elle a catégoriquement refusé. Bouleversée, Sharon et Jim ont coupé les vivres, pensant que cet amour dur la pousserait à se reprendre en main. Sans argent, Jennifer n'a eu d'autre choix que d'emménager chez Colton. Difficile de savoir ce qui s'est passé chez lui, mais après un mois, Jennifer a décidé de partir. Une amie lui a offert une chambre et son soutien. Madame Cave a confié ses craintes. Elle ne se sentait plus en sécurité avec Colton, sans donner de détails. Visiblement effrayée, elle a refusé de se réconcilier avec son ex. Un jour, il vint la voir pour lui demander de revenir. Jennifer resta ferme, surtout en voyant le couteau que Colton avait apporté. Elle lui demanda de se calmer et suggéra qu'ils restent amis. Étonnamment, il accepta. Le contact fut minimisé et elle renoua avec ses parents. Enfin, sa vie semblait reprendre un cours normal. Début 2005, Jennifer entama une relation avec Scott, un père célibataire décent. Son style de vie était à l'opposé de celui de Colton. Scott était serveur, jouait du clavier dans un groupe, chantait bien et menait une vie sobre. Jennifer se sentait mieux, paraissant même en meilleure santé à ses côtés. Elle devint femme au foyer et une figure maternelle pour sa fille. Mais elle restait prête à partir si Colton appelait. Finalement, Colton a déménagé dans un appart avec piscine, l'Orange Tree, près de la fac. C'était le spot idéal pour faire la fête tous les jours. Son comportement restait imprévisible. Des amis l'auraient même vu jouer seul à la roulette russe. C'est pendant une de ces périodes qu'il a rencontré Laura Ashley Hall. Habituée des fêtes, elle s'est entichée de lui, jalousant toute fille proche de Colton, surtout Jennifer. Laura était perçue différemment, souvent décrite comme arrogante et capable de clouer le bec à n'importe qui. Laura, tout comme Colton, venait d'une famille aisée. Mademoiselle Hall, sportive et compétitrice, excellait aussi dans ses études, promettant un bel avenir. Après le lycée, elle s'est inscrite à la fac, mais a vite arrêté pour bosser et vivre tranquille. Peu après, Colton et Laura ont commencé à sortir ensemble. Comme Jennifer, elle était complètement sous son charme. Quand il a écopé de 60 jours de prison en juin 2005, Laura lui a tout envoyé, s'endettant même. Ses amis ont noté qu'elle avait changé en mal, devenant audacieuse et négligeant travail et hygiène. Beaucoup pensaient qu'elle s'était aussi mise aux drogues illicites. Contrairement à Jennifer, Colton ignorait ses sentiments, allant jusqu'à éteindre des cigarettes sur elle. Durant cette période, Jennifer a rompu avec Scott. Elle se sentait indigne de sa famille et ne voulait pas leur causer de soucis. Jennifer parlait parfois à Colton, toujours épris d'elle, mais elle n'a pas ravivé leur relation, gardant leurs échanges purement amicaux. Jennifer voulait simplement trouver un emploi et retourner à l'université. En août, une opportunité prometteuse s'est présentée dans sa vie. Elle a commencé une relation avec Michael Rodriguez et, surtout, trouvé un excellent travail. Après quelques jours de stage dans un cabinet d'avocats, elle a tellement impressionné qu'on lui a offert un poste de consultante avec un bon salaire. Jennifer était fière d'elle et vraiment heureuse. Le 16 août, elle a décidé de fêter le début de sa nouvelle vie avec des amis. Ce soir-là, ils sont allés dans un bar, puis dans une boîte de nuit. Selon un ami, le videur a refusé l'entrée à Colton à cause de son apparence. Cela l'aurait peut-être poussé à chercher des drogues. L'enquête se poursuit. Pour éclaircir les événements de cette nuit fatidique, les enquêteurs ont interrogé les voisins de Colton. Ils ont réussi à découvrir des informations intrigantes. Vers 3 heures du matin, le 17 août, Nora Sullivan a entendu frapper à sa porte. En ouvrant, elle a vu Colton, l'air louche, avec du sang sur lui et un pistolet visible à la ceinture. Surprise, elle lui a demandé ce qui s'était passé. Colton lui a dit qu'il avait eu une fusillade avec des individus. Nora n'a pas entendu de coup de feu et a cru qu'il mentait, comme d'habitude. Elle a fermé la porte et l'a observé par le Judas jusqu'à ce qu'il s'en aille. Aucun voisin interrogé n'a entendu de coup de feu cette nuit-là non plus. Les enquêteurs ont aussi découvert que Colton avait contacté Laura 2 fois ce soir-là. Le 17 août au matin, il a acheté une scie, des masques, des gants et beaucoup de produits nettoyants. Il a démembré le corps de Jennifer et prévu de nettoyer l'appart pour effacer les preuves. L'arrivée surprise de Sharon et Jim l'a peut-être effrayé, provoquant sa fuite. Une découverte cruciale dans l'appart de Colton a mené les enquêteurs droit sur sa piste. Colton et Laura Hall ont été retrouvés au Mexique. Ils avaient franchi la frontière en voiture de Laura. Les autorités ont diffusé la photo de Colton partout. Le couple s'amusait, allant au ciné et au restaurant. À Piedras Negras, un employé d'hôtel a reconnu Colton. Il a pris sa photo et l'a envoyée à la police. La police mexicaine les a arrêtés
et livrée aux USA. Laura Hall a été relâchée. Avant, elle a fait un scandale, clamant l'innocence de Colton. Plus tard, elle a dit que c'était sa meilleure expérience. Au total, ils ont passé environ 5 jours à l'étranger. Le 23 août 2005, Colton fut inculpé pour le meurtre de Jennifer Cave. Un mois après, Laura Hall est arrêtée pour falsification de preuves et entrave à la justice. L'accusation présente des preuves de l'appart, une vidéo du magasin et un ticket de caisse. Colton dit ne rien se rappeler du 16-17 août, blâmant l'alcool et la drogue pour son amnésie. Au début, il ne nie pas avoir blessé Jennifer, mais insiste qu'il ne se souvient de rien. Il prétend s'être réveillé et avoir trouvé le corps de son ex dans la salle de bain. Après ça, il contacte Laura qui lui conseille d'acheter une scie et des produits nettoyants. Elle aide à démembrer la victime et à cacher les morceaux dans des sacs. L'accusation soutient qu'elle est responsable des blessures post-mortem de Jennifer. Colton suggère plus tard que Hall, jalouse, aurait agi par vengeance contre sa rivale. Néanmoins, les deux accusés plaident non coupables. Néanmoins, les preuves de sa culpabilité étaient accablantes. D'abord, le corps de Jennifer fut trouvé chez Colton. Ses empreintes et ADN étaient sur l'arme et les outils du crime. L'arme dans sa voiture était celle du meurtre. De plus, il a acheté les produits de nettoyage au magasin. Le jury n'avait aucun doute sur sa culpabilité. Le 29 janvier 2007, Colton Petoniak écopa de 55 ans de prison. Sa libération au plus tôt n'aura lieu qu'en 2060. L'affaire contre Laura Hall s'avéra complexe. L'accusation suggéra qu'elle agissait par amour aveugle. L'ADN de Laura était sur des preuves clés du crime. La défense dit que ça prouvait juste l'aide après le meurtre. Impossible de prouver qu'elle avait tiré en premier, selon l'autopsie de Jennifer. Aucune preuve ne la plaçait sur les lieux du crime. Laura dit avoir appris le crime par Colton, forcé à fuir au Mexique avec lui. Des témoins au Mexique ont vu le couple profiter de leur voyage. En 2007, Laura Hall, coupable d'entrave à la justice, 6 ans de prison. En 2010, nouveau procès, 11 ans et 14 000 $ d'amende. Libérée sous surveillance en mars 2018. Peine terminée en août. Sa localisation actuelle reste inconnue. Colton a-t-il été piégé? Colton Petoniak reste incarcéré. Ses multiples appels ont tous échoué. Il affirme n'avoir aucun souvenir de cette nuit tragique. Il évoque des témoins disant que Laura a avoué le meurtre. Il accuse les procureurs d'avoir caché cette info, suggérant un piège. Bien que les recours de Petoniak aient été rejetés, cela a soulevé des questions. De plus, les parents de Jennifer trouvèrent la punition de Laura insuffisante. Ils sont convaincus qu'elle a joué un rôle plus important qu'elle ne l'admet. Contrairement à Colton, Hall n'a jamais exprimé de remords pour la mort de Jennifer. Elle parlait de Jennifer comme « cette fille » ou « la morte », parfois avec mépris. À ce jour, les détails de cette nuit fatidique restent inconnus. Seule Jennifer connaît la vérité que les murs de chez Petoniak cachent. Malheureusement, les morts ne parlent pas. La vie de Jennifer s'est brutalement arrêtée en pleine jeunesse. Hélas, elle a compris trop tard une vérité essentielle. S'éloigner de certaines personnes peut parfois nous sauver la vie. Merci d'avoir regardé, les amis. Abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires choquantes vous attendent.